Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On est ensemble cette semaine pour le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. On évoquera ces 52 enlèvements au Nigeria ce week-end. Des hommes armés ont fait irruption dans le village de Kaswar-Daji. Ils circulaient à moto. Ils ont d'abord attaqué une base militaire située à la périphérie de la localité. Notre invitée du jour s'appelle Ilaria Allegrodzi. Elle a travaillé sur une enquête chez Human Rights Watch, une enquête sur des frappes aériennes menées par Africa Corps au Mali le 15 juin dernier. Ces bombardements ont tué 8 civils, dont 3 enfants. Quelles sont les causes de cet échec? Quelles en sont les conséquences également? On en parlera avec notre invitée. Et puis on terminera sur une note positive. Les Sénégalais se préparent pour les Jeux Olympiques de la jeunesse dans 3 mois. Et parmi eux, de nombreux artistes qui en profitent pour faire découvrir leur travail. Notre correspondante Aminatou Diallo en a rencontré quelques-uns à Dakar. On va commencer par s'intéresser à cette enquête menée par Human Rights Watch. Elle concerne ces frappes aériennes menées par Africa Corps au Mali, à Kirnia dans la région de Mopti. Des frappes qui ont tué 8 civils le 15 juin dernier. Aucun djihadiste du JNIM ne fait partie des victimes, contrairement à ce qu'affirment les partenaires russes de l'armée malienne. On en parle avec l'autrice de cette enquête et chercheuse senior sur le Sahel chez Human Rights Watch. Bonsoir Ilaria Allegrodzi, merci d'être avec nous par Teams. D'abord, est-ce que vous pourriez revenir précisément sur ce qui s'est passé le 15 juin dernier? Oui, alors nous avons documenté qu'un avion de chasse russe a largué au moins 2 munitions sur le village de Kirnia, dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. La première munition est tombée à l'extérieur de la résidence du chef de village, a tué 3 enfants et une femme. La deuxième est tombée juste à côté, 20 mètres plus loin, et a touché un petit marché en tuant 4 hommes. Alors, ce qui interroge dans cette attaque est surtout le fait que le GNIM contrôle les villages depuis un certain nombre d'années. Plusieurs combattants du GNIM étaient présents au moment des frappes dans le village, mais justement aucun d'entre eux ne figure parmi les victimes. Alors, il faut dire que je pense que notre rapport apporte surtout de nouveaux éléments sur cette attaque, bien sûr, contredit la version de Africa Corps, mais aussi apporte des éléments sur une tendance préoccupante, c'est-à-dire les recours croissants à la puissance aérienne dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Mali, sans pourtant des garanties suffisantes pour la protection des civils. Et qu'est-ce qui explique qu'Africa Corps n'ait pas visé les bonnes cibles? Écoutez, comme je disais, Kirnia, c'est vraiment un village contrôlé par le GNIM. C'est un bastion du GNIM depuis plusieurs années. Les groupes y exercent une forte influence. Les habitants nous ont dit que le GNIM s'approvisionne au marché en carburant, en nourriture. Certains pensent que la résidence du chef de village a été prise par cible parce que son véhicule était garé devant la maison et c'était un véhicule qui rassemblait à ceux utilisés par le GNIM. Mais même si cette hypothèse est avérée, cela ne suffit pas à faire de cette maison une cible militaire légitime parce que le droit international humanitaire est clair. Une attaque ne doit pas viser des objectifs civils, doit viser que des objectifs militaires précis et toutes les précautions doivent être prises pour protéger les civils. Alors, les témoignages des habitants de Kirnia disent aussi que la plupart des combattants du GNIM étaient rassemblés devant la mosquée et devant un magasin dans le petit marché qui a également été ciblé, mais ni ce magasin ni la mosquée ont été ciblés. Et de son côté, vous l'avez dit, hein, Africa Corps affirme avoir abattu des combattants du JNIM. Que disent les autorités maliennes? Les autorités maliennes n'ont pas communiqué sur ces frappes. Elles ont quand même dit que le même jour, ils ont mené des frappes des drones à côté du village de Kirnia, ce qui est confirmé par des vidéos justement publiées par l'armée malienne. Et les habitants de Kirnia nous ont également confirmé que des frappes des drones ont eu lieu et qui n'ont pas fait des victimes parmi les civils, et que des drones avaient survolé le village les jours avant l'attaque et les jours même des frappes des Africa Corps. Merci beaucoup, Ilaria Allegrodzi, d'avoir répondu à nos questions.
Ces nouveaux enlèvements au Nigeria, 52 personnes ont été kidnappées par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Ça s'est passé précisément dans la nuit de samedi à dimanche dans le village Kassour Daji. Avant cela, les assaillants s'étaient attaqués à une base militaire et ont tué un soldat et un policier. Dans le pays, les enlèvements se multiplient depuis plusieurs années. Les groupes armés en ont fait une source majeure de revenus. 336 millions de dollars, c'est la valeur astronomique des saisies de cocaïne ces dernières semaines au Libéria. Des saisies qui ont poussé le président Joseph Boakai à limoger une douzaine de hauts responsables de l'aéroport, de la police et des services de sécurité. Une enquête a été ouverte. Les précisions de Clémence Valère. À la suite de 2 saisies records de cocaïne, l'heure est à la purge au Libéria. Le président Joseph Boakai a limogé une douzaine de responsables gouvernementaux, parmi lesquels figurent le directeur adjoint des opérations de l'aéroport international Roberts et le commandant adjoint de l'agence libérienne de lutte contre le trafic de stupéfiants. Le chef de l'État a également ordonné l'ouverture d'une enquête criminelle afin d'établir les responsabilités. J'ai ordonné immédiatement le licenciement, la suspension et l'ouverture d'une enquête à l'encontre de plusieurs responsables gouvernementaux et agents des forces de l'ordre, après avoir examiné les rapports sur les enquêtes en cours concernant d'importantes affaires de trafic de stupéfiants. Jeudi, les autorités libériennes ont procédé à la destruction de près de 4,5 tonnes de cocaïne. La drogue avait été saisie début juin et à la mi-juillet lors de 2 opérations antidrogue d'une ampleur inédite. Sa valeur marchande est estimée à 336 millions de dollars. Pour les autorités, cette destruction envoie un message sans équivoque aux trafiquants. C'est une victoire pour le Libéria. C'est un message clair adressé aux organisations criminelles. Le Libéria n'est pas votre zone de confort. Ne venez pas ici, il n'y a pas de place pour vous ici. Il n'y a aucune volonté politique de vous laisser opérer à l'intérieur de nos frontières. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest s'est imposée comme une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Selon l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, près d'un tiers de la cocaïne destinée au marché européen transite aujourd'hui par la région. D'ici à 2030, la moitié de la cocaïne latino-américaine consommée en Europe pourrait y transiter, confirmant le rôle stratégique de l'Afrique de l'Ouest dans les routes mondiales du narcotrafic. Il est la révélation de la dernière Coupe du Monde de football. Le gardien de but capverdien Vozinha a reçu hier un accueil spectaculaire au Chili, car c'est là qu'il va poursuivre sa carrière pour le club de Colo-Colo. Il était attendu par une centaine de personnes à l'aéroport. Le récit de Marion Laurie. Des cris et une véritable ovation. À Santiago, l'arrivée de Vozinha prend des allures de réception de star. Le gardien capverdien, révélé au grand public lors de la Coupe du Monde, s'engage avec le club le plus titré du Chili. De quoi susciter l'engouement des supporters. En tant que fan de Colo-Colo, on est content d'avoir un joueur de la notoriété de Vozinha. Il doit maintenant gagner sa place au sein de Colo-Colo par son talent, son dévouement, son travail acharné et en conquérant le cœur des supporters. À 40 ans, Vozinha, de son vrai nom Josimar Evora Diaz, s'est illustré lors des matchs de poule du mondial, où le Cap-Vert n'a encaissé aucun but. Un événement pour ce petit pays situé au large du nord-ouest de l'Afrique, qui se qualifiait pour la première fois. L'équipe des requins s'est finalement inclinée en 16e de finale 3-2 contre l'Argentine. Mais la légende de Vozinha était née. Il est passé d'environ 50 000 abonnés à près de 30 millions sur Instagram aujourd'hui. Une popularité fulgurante qui lui a notamment ouvert les portes du club de Santiago. Je suis vraiment heureux d'être ici. C'est un immense honneur de représenter Colo-Colo. Et je tiens à remercier les supporters pour leur soutien et leur patience. L'arrivée de la star capverdienne représente une opportunité pour le football chilien. Cette année, le pays n'a pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée. Et l'effet Vozinha se fait déjà sentir. Les Colo-Colo ont gagné près de 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux, dont beaucoup viennent de l'étranger.
Avant de refermer ce journal, allons faire un tour du côté de Dakar. C'est là que se dérouleront les Jeux Olympiques de la jeunesse dans 3 mois. Et les murs de la capitale sénégalaise se mettent déjà aux couleurs des JOJ. Une quarantaine d'artistes ont eu pour mission de raconter les Jeux autrement, en faisant dialoguer l'art, le sport et la culture. Écoutez Aminatou Diallo. Des silhouettes d'athlètes, des scènes de compétition, des illustrations sportives, ces fresques célèbrent les valeurs olympiques d'excellence, d'amitié et de respect. Elles mettent aussi à l'honneur l'esprit sportif et surtout le lien indissociable entre le sport et la culture. Ici à Colobane, où je me trouve actuellement, comme le long de plusieurs gares du TER, ces murs deviennent de véritables espaces d'expression artistique avec l'ambition de faire entrer les Jeux dans le quotidien des Dakarois. Pour les artistes engagés dans ce projet, c'est un honneur de participer à ces Jeux à leur façon. C'est plus de fierté et aussi c'est une expérience énorme. Oui, c'est une grande expérience. C'est un plus pour un artiste de participer pour la première fois aux Jeux Olympiques. Le fait qu'on m'ait choisi est une chance énorme pour moi. Il y aura beaucoup de visiteurs qui viendront pour ces Jeux et qui vont découvrir mon travail, ce que je fais et mon talent. J'ai utilisé cette fresque en prenant une image de la femme africaine. Au niveau du visage, j'ai divisé pour différents continents pour montrer ici que chaque culture a sa place, de parler de la diversité culturelle. Derrière cette direction artistique, l'une des figures incontournables du graffiti sénégalais, Madzo pilote un collectif de 43 artistes sénégalais mobilisés pour transformer le paysage urbain dakarois. On a eu cette chance d'avoir beaucoup de jeunes qui viennent de partout et qui ont peint selon leur background culturel en fait. Donc l'inspiration culturelle autour de l'idéal sportif des JOJ, voilà, ça a été une invitation à la culture et au sport qui se reflète très bien sur les fresques en fait. Au total, 6 sites accueillent ces fresques réparties entre les abords des futurs sites de compétition et plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue. C'est l'heure de refermer ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.